À quoi pourrait ressembler l'année 2023 sur les marchés boursiers? Réponse avec Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. CAC 40 qui revient de loin quand même sur 2022. Ah oui. Et finalement, 2022 n'aura pas été aussi catastrophique, cataclysmique et dramatique que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est vrai, alors ça dépend. Effectivement, on a eu une période assez costaud quand même, assez difficile sur le premier pied de l'année. Puis après, c'est vrai que depuis, on va dire l'automne, globalement, on se dit finalement, l'inflation ne sera pas si grave que cela. Enfin, on a intégré, entre guillemets, ce scénario d'inflation. Et puis surtout, les taux monétaires qui ont beaucoup augmenté, maintenant, ils vont augmenter de moins en moins vite, notamment aux États-Unis. Donc là, les marchés sont contents. Mais ça qui est complètement fou. Pourquoi les marchés sont contents? Parce qu'ils se disent les taux d'intérêt des banques centrales vont moins augmenter. Mais pourquoi les taux d'intérêt des banques centrales vont moins augmenter? Parce qu'il y a de la récession. Or, que valorisent les marchés boursiers? Les profits futurs. Les profits futurs. Et d'où viennent les profits futurs? De l'activité économique. Donc s'il y a récession de s'il y a une récession, les profits vont baisser. Donc, vous voyez, ça fait 25 ans que je connais, qu'on vit avec les marchés, au sein des marchés, bien entendu. Donc on a l'habitude de ces mouvements. Mais c'est clair que c'est un peu comme des enfants. On leur donne des confiseries, alors ils sont contents, puis après ils oublient que les confiseries, ça donne des caries. Vous voyez, et après il faut les soigner. C'est exactement pareil. Les marchés se focalisent sur les taux d'intérêt. Ah, c'est génial, les taux d'intérêt vont moins augmenter. Mais ils oublient l'essentiel. C'est que si les taux d'intérêt augmentent moins, c'est parce qu'il y a de la récession. Et donc il y a des caries qui arrivent, qu'il va falloir les soigner, il va falloir faire passage chez le dentiste, donc par la case récession. Et c'est ça que doivent valoriser les marchés. D'autant la bourse n'augmente jamais quand il y a récession, historiquement. Non, si, parce que la bourse anticipe. Ah. C'est ça, normalement, la bourse, si on prend en 2009 par exemple, parce qu'on me dit souvent que je suis pessimiste, rappelez-vous en 2009, j'avais dit que les marchés boursiers allaient augmenter, alors que tout le monde me disait non, c'est fini, c'est la fin du système, etc. Parce que justement, ils ont intégré 6 mois avant tout le monde, à partir donc, on va dire du printemps-été, le rebond économique de la fin 2009. Donc les marchés boursiers, normalement, anticipent ce qui se passe. Donc là, ils anticipent effectivement qu'il n'y aura pas de récession. C'est-à-dire le rebond, en fait, on a eu donc une belle baisse des marchés sur la première partie de l'année 2022 qui anticipait la récession de fin 2022, début 2023. Donc c'est ce qui est en train de se produire. Maintenant, les marchés rebondissent, alors il y a des hauts et des bas, et donc ils anticipent qu'en fait on sort de la récession très rapidement, voire qu'elle n'existe pas cette récession. Or, encore une fois, on voit les indicateurs avancés. Des directeurs d'achat, etc. Mais tous ces chiffres-là, tous ces indicateurs, les marchés, les investisseurs, on va en prendre conscience. Oui. Sauf qu'après, c'est un problème de pondération. Et après, comme ils surpondèrent, parce que pendant un temps, ils ont également surpondéré le risque de l'inflation, maintenant, ils le sous-pondèrent en disant, voilà, tout va bien se passer, et donc, globalement, la croissance va redémarrer très rapidement. Ça sera peut-être le cas, mais encore une fois, donc ce qui fait que les marchés peuvent rebondir pendant la récession. Mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment intégré cette récession qui va arriver en 2023. Et donc, selon vous, ne tiendra pas? Alors, moi, je pense qu'il va y avoir un début d'année. Indépendamment de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, évidemment. Ah oui, alors, bien entendu, ça, les facteurs géopolitiques sont là. Après, il y a également la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, voilà, on voit ce qui se passe en Chine. Bon, ça va un peu mieux d'un point de vue sanitaire, entre guillemets, mais on ne sait pas trop. C'est quand même une dictature. Et donc, là aussi, en Chine, il est en train de se passer, peut-être, on l'espère, pour eux, pour la population chinoise, un réveil. Vers plus de démocratie. Parce que quand on voit ces images où on enferme les gens, enfin bon, c'est assez horrible, quoi. On se dit, parce qu'il n'y a aucun respect, finalement, de l'être humain. Parce que c'est une dictature. Donc, est-ce que les Chinois vont se réveiller? Si c'est le cas, alors là on n'est pas... parce que n'oublions pas que le monde repose quand même sur l'usine du monde, en l'occurrence la Chine, et qui est en train aujourd'hui de beaucoup souffrir. Alors, d'ailleurs, le grand gagnant de cette crise, finalement, au début ça a été la Chine, maintenant c'est qui? Quel est le seul pays aujourd'hui où il y a une croissance forte dans le monde? C'est l'Inde. L'Inde, on voit des indicateurs avancés, donc qui sont assez incroyables. Donc l'Inde récupère pas mal de parts de marché, je pense, de la Chine. On se dit c'est quand même plus stable, c'est une démocratie. Bon, globalement, il y a peut-être une meilleure qualité, etc. Bref. Et donc, ce qui veut dire qu'on a cette Chine qui, aujourd'hui, a des dangers. Alors, la Chine, elle a ce que j'appelle des airbags, c'est-à-dire notamment en termes de... Elle a des réserves de change de 3 000 milliards de dollars, etc. Bon, elle peut augmenter sa dette et autres. Donc, mais moi, je pense que la clé, c'est le sociétal. C'est-à-dire que si effectivement le business model de la Chine, c'est quoi? C'est que j'ai une dictature, j'enferme tout le monde, mais comme je donne du pouvoir d'achat, comme il y a de la croissance, tout va bien. Mais si il n'y a plus, on va dire, suffisamment de croissance du pouvoir d'achat, le modèle s'effondre. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir des dangers. Ça me rappelle un petit peu la crise asiatique de 1997. C'était ma première grande crise, si vous voulez. En tant qu'économiste. Oui, pas en tant qu'ado. Oui, non, avant, j'ai eu la crise de 87. Là, j'étais jeune, mais le crack de 87. Mais plus 91, mais 97, c'est la crise asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est que là, on a compris, ça a commencé en Corée du Sud, en Thaïlande, qu'en fait, le business model ne fonctionnait plus. Qu'on ne pouvait pas continuer comme ça d'assoiffer les populations, de ne pas leur donner le pouvoir d'achat, qu'il fallait augmenter leur niveau de vie et autres. Et
il y a eu la crise asiatique. Bon, après, on s'en est sorti, mais donc là, ça peut arriver également en Chine. Et donc, là, pour les marchés, c'est pas non plus également très bon. C'est-à-dire qu'on a des risques, parce que si la Chine n'inonde pas le monde de ses produits à bas prix, bah, évidemment, il va y avoir encore plus d'inflation, donc plus de craintes. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est pas du tout. Donc, d'un point de vue géopolitique, il y a beaucoup de dangers. Pareil, les marchés les oublient, ne veulent pas les voir. Je comprends ce mouvement. Donc, première partie de l'année 2023 compliquée pour les marchés boursiers. Compliqué. Alors, dernier point sur les marchés, n'oublions pas qu'il y a également la bulle du numérique. Parce que la question de savoir, est-ce que ça y est, elle est dégonflée ou pas? Ça, c'est une grande question. Je pense que c'est la question de 2023. Beaucoup de valeurs ont largement corrigé aux États-Unis sur la tech américaine. Alors, moi, je rappelle toujours, encore une fois, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'on revit un peu ce qu'on a vécu avec la bulle Internet, où à l'époque, le Nasdaq avait augmenté de 1000%. Et après, il s'est effondré de 75%. Okay, là, le Nasdaq, pareil, pendant la bulle du numérique, a augmenté de 1100%. Voyez, donc là, il a baissé autour des 35-37%. Donc on dit, ça y est, c'est fini, la cure est terminée. C'est pas sûr. Ça peut aller plus loin, parce qu'il y a encore beaucoup de valeurs qui vont peut-être vraiment disparaître ou être attaquées, entre guillemets. Parce qu'on n'a pas encore la fin du film sur le numérique. Donc moi, je pense que la bulle du numérique n'est pas complètement dégonflée. Donc là aussi, ça va peser à la baisse sur l'ensemble des marchés, également sur l'économie globale. Donc, première partie de l'année 2023, difficile, je pense. Difficile parce qu'il y a beaucoup de risques, parce que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, parce qu'il y a la récession, parce qu'il y a le fin du dégonflement de la bulle du numérique. Et donc baisse des profits. Voilà, baisse des profits. Et après, à partir donc de la mi-2023, comme les marchés vont anticiper justement l'amélioration de la conjoncture pour la fin 2023 et début 2024, il y a un rebond des marchés. Un peu comme 2022. Voilà, un peu comme 2022. Donc on pourrait avoir une année, on va dire, flat, comme on dit, c'est-à-dire plate, où globalement il y aura zéro, voire légèrement négative. Mais la première partie va être compliquée et la deuxième partie un peu meilleure. C'est pourquoi pour ceux qui aiment, il faudra faire les montagnes russes. C'est-à-dire que, sans rien avec la Russie, oui. C'est-à-dire que sur le CAC 40, j'avais déjà donné ce range il y a quelques mois déjà, sur le CAC 40, entre 5005 et 6005. C'est-à-dire que quand on est au-dessus des 6005, comme là actuellement, je sais pas, on dit là il faut vendre, ou quand on est à 5005, il faut acheter. Donc, sous les 5005. Donc voilà, il y a ce grand range sur le CAC 40, je pense qu'il va durer sur l'ensemble du premier semestre. Et après, bien sûr, ça dépendra. C'est sûr que si demain, il y a la paix entre l'Ukraine et la Russie, ça va améliorer la situation. Mais il y a quand même beaucoup d'autres risques. La Chine, l'inflation, les taux d'intérêt. Donc année volatile en 2023, mais sans tendance. Et un petit peu à l'image de 2022. Sans tendance. Oui, c'est-à-dire que ce ne sera pas une belle année, je pense, boursière, mais ce ne sera pas une année catastrophique non plus. Et il y aura encore une fois une remise des compteurs à zéro. Un reset, pour reprendre le livre, le titre de son livre. De mon dernier livre, voilà. Ça permet pas besoin de faire sa promo, il l'a fait lui-même. Voilà, exactement. Tout ça est signé. Non, mais faut toujours dire que voilà, c'est important de faire régulièrement des resets, donc des remises à niveau, pour qu'ensuite, effectivement, la bourse reparte. Parce que, n'oublions pas, sur long terme, la bourse, les actions, avec des dividendes, restent les meilleurs placements. Avec un peu d'immobilier, un petit peu d'or également, la fameuse poire pour la soif, si vous voulez. Mais voilà, ça c'est le trio magique. C'est-à-dire qu'on doit, effectivement, sur le long terme, avoir des actions, de l'immobilier et 10 à 15% d'or pour le portefeuille. Voilà, ça après on peut rentrer dans le détail, bien sûr. Mais je veux dire, là, c'est que c'est pas parce qu'il y a des années difficiles que la bourse doit être jetée aux orties, bien entendu. Voilà, le long terme, toujours s'inscrire. Surtout en ce moment où justement, voilà, donc il faut profiter des phases de baisse. Là, c'est des fenêtres de tir, on peut entrer sur le marché, et après, on ne regarde plus. Voilà. On investit sur le long terme. On laisse dormir, on dort dessus. Exactement. Allez, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Marc. Salut.